qui se passent autour du cloud. Et il y a pas mal de projets à l'intérieur qui sont poussés, mis en avant. Notamment, il y a Kubernetes que potentiellement vous connaissez, vous avez entendu parler. Il y a aussi Arbor comme dépôt d'images Docker. Il y a des moteurs de containers comme Containerd qui sont là. Il y a des choses qui bougent et c'est en train de se développer. Donc, c'est important d'en avoir conscience et c'est en train de standardiser. Il y a aussi eu une grosse phase de consolidation finalement dans le monde de ces technologies-là. Une des premières qu'il y a eu, c'était finalement l'achat, on va dire, de Docker par Mirantis, qui est arrivé en fin 2019 et qui a un peu accéléré un peu tous différents événements derrière. Il y a VMware qui a acquis Pivotal, pareil, en décembre. Et finalement, il y a SUSE et Rancher qui se sont rapprochés. Donc ça, peut-être qu'Iliman en dira un petit mot. Mais finalement, c'est des choses un écosystème qui bouge énormément. Il y a VMware aussi qui a pas mal investi sur Arbor. Il y a des choses comme ça qui se passent. Donc c'est quelque chose qui était parti un peu dans différents sens au début et qui est en train de se consolider et c'est en train l'écosystème est en train de se mettre en place. Si on se focalise un petit peu sur la technologie Kubernetes, aujourd'hui, elle est supportée par tous les principaux providers cloud, que ce soit AWS, Azure ou GCP. Il y a aussi des solutions multi-cloud qui arrivent, c'est-à-dire que au tout début du cloud, les entreprises allaient sur un provider. Aujourd'hui, de plus en plus, elles sont sur plusieurs, soit pour des raisons géographiques, parce que des fois, vous êtes dans des pays où votre provider principal n'est pas là, soit pour des contraintes légales. Donc, il y a aussi des orchestrateurs qui vous permettent de gérer plus facilement les multiplateformes qui sont aussi en train d'arriver et de se déployer. Si on regarde un peu ce qui se passe côté les clouds et les versions de Kube qui sont disponibles, les versions soit Kube native, soit Kube managé, finalement, suivant, elles sont quand même une part importante chez les différents providers. Sur AWS, finalement, 50% des clusters sont en natif. Sur GKE, qui historiquement aussi était plus proche de Kube, la part du Google Cloud Manager est beaucoup plus importante que les versions natives. Donc ça, c'est important. Et par contre, ce qu'il est important aussi d'avoir conscience, c'est que c'est aussi qu'un marché qui est en forte croissance. C'est-à-dire que sur 2020, sur le troisième trimestre, par exemple, il y avait plus de 40% de croissance d'utilisation des versions Cube dans le cloud. Donc, c'est quand même assez important. Et aujourd'hui, si on se base sur les Magic Quadrants, aujourd'hui, ce qui existe, c'est AWS qui, globalement, au niveau monde, qui est le leader, suivi de proche de Microsoft et Google. Google qui est en train de rattraper son retard, finalement. Et finalement, il y a aussi d'autres acteurs qui sont présents, comme Alibaba pour toute la partie Chine et Asie, Oracle, IBM. Et ce qui est important, c'est de voir un peu les tendances qui sont liées à tout ça. C'est que il y a une dizaine d'années, c'était le cloud et les migrations qui ont commencé à bouger. Après, on a eu les applications Cube un peu plus élastique, un peu plus dynamique. Il y a aussi une autre tendance qui est arrivée, c'est aussi toute la côté serverless. Avec les AWS Lambda, les Azure Functions, on peut rapprocher un peu Quarkus, qui est en train d'arriver aussi côté Java de ces approches-là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'aller vraiment vers des architectures du SI qui sont beaucoup plus élastiques et dynamiques, qui répondent beaucoup plus aux besoins en temps réel. Et on est vraiment passé d'un monde où on achetait les serveurs chez soi pour avoir une garantie de capacité de calcul, à payer vraiment le calcul effectif. Donc, il y a vraiment une transition du monde informatique qui va dans ce sens-là, qui est assez intéressante. Voilà. Alors, deux autres tendances aussi qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger. Mine de rien, la tendance green joue beaucoup. C'est-à-dire que des acteurs comme Google, ils essaient vraiment, en tout cas, ils essaient de compenser les émissions qu'ils font. Alors, je ne vais pas entrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ils vont vraiment c'est vraiment une tendance et ils ont comme objectif d'avoir une empreinte neutre en 2030. Donc ça, c'est pour les infos. Une autre tendance aussi qui est en train de bousculer pas mal de choses, c'est toute l'IoT.
avec l'Internet des objets, qui a vraiment un impact non négligeable, notamment sur la manière d'architecturer les applications et les déploiements dans le cloud, avec des distributions géographiques qui sont beaucoup plus distribuées. Donc ça, c'est un marché qui est en complète évolution et qui a des croissances à plusieurs digits, hein, et qui va faire que s'accentuer dans les prochaines années. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a sortis de Grandview Research qui prédisent un peu l'évolution de l'IoT dans les prochaines années globalement. En parallèle de tout ça, finalement, il se passe des conséquences qui ne sont pas négligeables. Hein. C'est les connexions réseau sont beaucoup plus importantes. Il y en a de plus en plus. Les demandes sont beaucoup plus importantes. Et le câblage transatlantique, notamment, est en train de s'augmenter. Donc, le bon côté, c'est que typiquement, en France, on a des câbles là, qui arrivent régulièrement. Là, il y en a l'exemple d'Adunan. Il y a un nouveau câble qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est important d'avoir conscience que finalement, le maillage mondial s'améliore et s'intensifie. Dans la série aussi des infos importantes, hein, c'est qu'il y a Google qui va aussi s'installer en France. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais dans l'idée, c'est que d'ici moins d'un an, il y a des data centers Google en France. Donc, le GCP sera aussi disponible. C'est aussi important. Une autre tendance aussi qui est assez importante, c'est tous les aspects sécurité. Alors déjà avant le Covid, c'était important. Après le Covid, je pense que toutes les entreprises ont vraiment pris conscience des enjeux de sécurité. Hein. Les attaques se sont multipliées, les employés qui travaillent à distance, finalement, ça a montré des failles et des brèches dans les systèmes. Donc il y a vraiment l'aspect sécu et qui est importante. Et c'est pas parce qu'on est dans le cloud ou pas dans le cloud qu'on est plus sécurisé. Hein. La sécu, c'est l'affaire de tous. Donc c'est vraiment un des sujets qui est ultra important. Donc voilà, donc ça c'était pour dire un peu donner un peu de contexte sur les thématiques qui, de notre point de vue en tout cas sur la partie cloud et infrastructure étaient importants et les évolutions qui avaient eu lieu on va dire dans les derniers mois. Et là je vais remettre un peu en perspective ce qui s'est passé du côté des containers. Les containers, si on reprend un peu le mode de transport, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant on transportait des marchandises de façon un peu aléatoire et c'était assez compliqué. Et en fait, la grosse difficulté, c'était de comment faire, tout au cours d'un transport, d'un voyage, de transporter des objets de tailles différentes, de poids différents, de formes différentes. Et en fait, la solution que les gens du transport ont trouvée, c'était la mise en place des containers qui permettaient de standardiser finalement le transport de marchandises. Et en fait, dans l'informatique, il s'est passé exactement la même chose, avec un petit peu de retard. C'est qu'avant, on avait des sites web statiques, des applications un peu plus réactives, on avait des bases de données, on avait des API, on avait des batchs. Et en fait, c'était relativement hétérogène. Et à chaque fois, c'était relativement des procédures d'installation différentes. De la même façon, on déployait de façon différente sur son poste de développement, sur les machines virtuelles, sur les serveurs de QA, les serveurs de production, dans le cloud ou on-premise. À chaque fois, on avait des procédures d'installation différentes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait standardiser ça. Et donc, une des idées de base des containers, c'était d'offrir un moyen standard de partager une application. On partageait plus des binaires, mais on partageait l'application. Et l'idée, c'est que ça va permettre à partir de là d'uniformiser potentiellement les déploiements, que ce soit sur le laptop, dans les infrastructures internes ou dans le cloud, où ça permette facilement à des humains d'interagir ou même de permettre l'automatisation des procédures d'installation et vraiment d'aller dans une phase d'industrialisation du SI. C'est-à-dire qu'on est passé d'un SI qui était vraiment opéré manuellement à un SI qui était plus ou moins piloté automatiquement. Dans les promesses un peu des containers au début, c'était d'offrir un environnement d'exécution isolé pour réduire un peu les impacts entre applications. C'est-à-dire qu'au début, quand on installait, on avait des gros serveurs, on partageait plusieurs applications, on avait toujours des petits effets de bord d'une application sur l'autre. Donc l'idée des containers, c'était potentiellement d'isoler et de limiter ces effets de bord. Et en plus, ça se basait sur des technologies qui étaient éprouvées depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que le principe d'isolation, que ce soit sous Solaris, sous BSD, sous AX, ça existait déjà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas eu de révolution technologique. Alors, elles se sont améliorées, mais ça a vraiment été d'exploiter au maximum ce que technologiquement, on était capable de faire. Et ça a permis aussi d'aller vers, c'était le début de l'infrastructure as code.
C'est-à-dire qu'on a commencé à décrire ce qu'on voulait plutôt que d'avoir un résultat ou une doc. Donc là, on est vraiment allé dans une automatisation, une standardisation des choses, ce qui a permis de versionner les installations, ce qui a permis de faire plein de choses, d'avoir des suivis. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure traçabilité. Et une fois qu'on avait ces containers, eh ben, on a voulu passer à l'échelle. C'est-à-dire que plutôt que de gérer une machine, un serveur, une application, un process, on a vraiment voulu passer à l'échelle et gérer un cluster d'applications pour profiter finalement du passage à l'échelle pour avoir une meilleure fiabilité, une meilleure robustesse du SI. Et donc, c'est là que sont apparus les orchestrateurs. Donc, au tout début, il y avait Mesos et Swarm. Il y a Kubernetes qui arrivait assez rapidement derrière. Donc, j'ai mis un peu les synonymes. Hein. Kubernetes, souvent on l'appelle Kube, on l'appelle K8S, mais on parle toujours de la même chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir un orchestrateur qui va gérer les containers. Donc, quand on parle d'orchestrateur, quel est le rôle d'un orchestrateur? Le principe, c'est finalement d'offrir une abstraction de la couche physique qui est en dessous et de la partager à un ensemble de containers. Donc ça, c'est le premier objectif. La deuxième objectif, c'est de piloter les containers. Donc, c'est de gérer le cycle de vie des containers. C'est-à-dire que quand il y a un container qui tombe en panne, de le redémarrer. Quand il y en a une charge sur un des serveurs, de déplacer l'application sur un autre serveur. Donc, c'est vraiment d'opérer automatiquement le SI. Donc, voilà. Et ça permettait de gérer les clés. Et finalement, par effet de bord, ça a eu 2-3 avantages. Ben, ça a permis d'arriver dans un monde où on faisait des déploiements sans interruption de service. Alors, on peut le faire autrement, hein, mais ça a énormément simplifié les déploiements. Ça a permis aussi d'imaginer ça a permis d'avoir des infrastructures élastiques, c'est-à-dire que l'application est capable de prendre plus de puissance de calcul en fonction du trafic, en fonction de la journée et de réduire. Et comme l'idée, c'est d'avoir un paiement finalement à la ressource utilisée et non pas à la ressource qu'on a à disposition, ça permet aussi de réduire la facture du cloud. Et on peut aussi imaginer l'extension scalable automatiquement. C'est-à-dire qu'on est capable de donner des règles. Si le CPU augmente 80% ou si j'ai plus de 300 connexions, d'augmenter mon nombre d'instances pour gérer le trafic. Donc, ça, c'est des choses importantes qui ont permis d'automatiser la gestion du SI et des choses. Et ça permet aussi de gérer l'extension du hardware, c'est-à-dire qu'on peut aussi agrandir la taille du cluster relativement facilement. Là où il y a quelques années, quand on voulait augmenter notre puissance du SI, il fallait acheter un nouveau rack, rajouter des lames et rajouter les lames dans le cluster qu'on gérait. Aujourd'hui, finalement, rajouter des nœuds dans notre cluster Rancher, c'est quasiment juste une histoire de carte bleue pour les mettre. Donc, c'est des choses qu'on peut faire en plus qu'on peut automatiser. Donc, ça, c'est tous les frameworks aujourd'hui permettent automatiquement, si besoin, d'agrandir la taille du cluster cube pour gérer l'infrastructure. Et finalement, ce qu'on a vu, nous, qu'on a pu observer chez nos clients, c'est que finalement, ça a eu un impact sur les applications. Les applications ont évolué. C'est-à-dire que les applications, on les fait de façon différente. On les imagine beaucoup plus élastiques. On est beaucoup plus dans un monde d'autodiagnostic. On est beaucoup plus aussi rentré dans un monde où les applications s'auto-configurent toutes seules. Moi, je me rappelle au début, quand j'installais un serveur front, j'avais une doc d'installation avec 70-80 paramètres à jour. Aujourd'hui, les applications qui sont beaucoup plus standards, il y a 2-3 paramètres à mettre et c'est tout. Et je n'ai plus à configurer l'application à l'installation. L'application va s'auto-configurer, soit en allant chercher des clés valeurs dans un outil comme Consul, soit en allant chercher des certificats ou des mots de passe dans Vault. Donc, il y a vraiment une automatisation des procédures
et de l'installation qui est importante. Il y a des éléments qui sont importants, c'est les 12 facteurs qui se permettent un peu de formaliser un peu les critères que doivent respecter une application pour être éligible, entre guillemets, et pour profiter pleinement de Kubernetes. Si aujourd'hui, vos applications, vous les faites de la même façon qu'il y a 10 ans pour les déployer dans le cloud, ça va vous coûter très cher parce que ce n'est pas fait pour. Par contre, si vous allez vraiment dans des applications qui sont dynamiques, élastiques, ben là, vous allez pouvoir profiter pleinement du côté cloud et du côté vitesse et puissance, hein, d'avoir des infrastructures qui sont dynamiques. Donc, juste aussi pour info, c'est un écosystème qui grandit encore, qui bouge beaucoup, qui est très vaste. Hein. C'est juste pour faire peur. Quels outils on utilise aujourd'hui? C'est encore quelque chose qui est très large, qui est en pleine croissance. Donc, on a vu qu'il y avait des consolidations en cours, mais c'est quand même un écosystème qui est encore en pleine évolution. Donc, voilà. L'idée, c'était de voir un peu aujourd'hui et dans la vraie vie comment ça se passe. Donc ça, c'est pour ça qu'on va vous faire 2-3 retours d'expérience du terrain, de voir comment ça se passe finalement. Est-ce que c'est si simple que ça? Kubernetes, c'est un peu des fois souvent présenté comme le Graal, hein, c'est génial, mais en fait, il faut avoir conscience que Kube, c'est que le début en fait de l'histoire. C'est une manière de mutualiser vos ressources physiques pour les rendre accessibles à vos applications et pour automatiser l'application. Par contre, il y a encore plein d'opérations qu'il faut gérer. Ça ne fait pas tout, hein. Ne serait-ce que mettre à jour Cube, hein, c'est pas anodin. Comment on fait pour avoir des logs centralisés? Comment on fait pour avoir du stockage partagé? Comment on fait pour avoir des images Docker qui soient relativement rapidement accessibles et partagées? Donc, c'est un peu tout ça qui sont les challenges un peu. Et comme disait Kelsey, c'était assez important. Kubernetes, c'est le point de départ. Ce n'est pas la fin du SI, hein, c'est juste un début qui permet de builder des plateformes et les rendre à disposition des applicatifs. Et donc, c'est là finalement qu'on va parler de Rancher. Hein, c'est finalement, Rancher est un des outils qui permettent justement de simplifier ce cycle de vie, cette maintenance, cette gestion, pour finalement simplifier un peu le travail de nos ops dans les entreprises. Donc là, je vais passer la main à Pierre-Yves, peut-être, sur le premier retour d'expérience. Alors, donc, je voulais partager avec vous un retour d'expérience sur la mise en place de Rancher chez un de nos clients, qui est RCA. Pour ce client, ce qu'on a fait, c'est qu'on a migré une infrastructure existante qui était plutôt basée sur la machine virtuelle avec du Proxmox, enfin, des choses comme ça, vers des choses un peu plus modernes, basées sur Kubernetes et Rancher 2. Et du coup, cette migration, Rancher nous a beaucoup aidé, notamment parce que il permet de gérer tout un tas de choses quand on met en place Kubernetes. Donc, RCA, c'est une entreprise qui fait un logiciel en SaaS qui s'appelle Mon Expert en Gestion, qui est dédié plutôt aux experts comptables et à leurs clients. Donc là, vous avez un exemple de cette application. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir passer à l'échelle en proposant cette application en mode SaaS. Et pour ça, s'appuyer tout simplement sur Kubernetes et également sur la partie Rancher pour le déploiement. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Laurent? Merci. Pourquoi on a choisi Rancher 2? Pour plusieurs raisons. Parce que ça nous a vraiment permis d'industrialiser et de gérer des problématiques qui ne sont pas gérées de base quand on parle de Kubernetes. Notamment, la gestion multicluster dans Kubernetes peut être assez compliquée. Il y a aussi toute la notion d'utilisateur. Il y a une notion de droit qui est gérée dans Kubernetes, mais il n'y a pas la notion d'utilisateur qui est gérée et d'authentification. Il faut rajouter des briques pour gérer ce genre de choses. Et Rancher va être une des briques qui vous permet de gérer cette partie authentification, cette partie appartenance à des groupes et les droits associés, ce genre de choses. Il y a aussi toute la partie automatisation du déploiement de Kubernetes qui va être prise en charge par un outil qui s'appelle RKE, qui permet vraiment de déployer Kubernetes en utilisant des pratiques modernes d'infrastructure as code et de ne pas avoir à passer des choses à la main, des procédures de cette façon. Autre point qui était important pour nous quand on a mis en place ce projet chez RCA, c'était de rendre la solution accessible aux développeurs. Rendre la solution accessible aux développeurs
qui avaient l'habitude de leurs applications Java, de consulter les logs directement, enfin, plutôt des pratiques, alors je dirais pas forcément anciennes, mais en tout cas, pas celles qu'on met en œuvre quand on utilise Kubernetes. Et donc en fait, utiliser Rancher et utiliser l'IHM de Rancher nous a permis de simplifier la prise en main de Kubernetes pour ces développeurs parce que, de par l'affichage des différentes ressources, ça leur permet de bien comprendre le fonctionnement de l'outil Kubernetes et en même temps de faciliter l'accès s'il y a besoin de débugger, s'il y a besoin d'accéder aux journaux des applications, ce genre de choses, tout en appliquant les droits dont j'ai parlé, précédemment. Donc ça nous a vraiment offert, cette facilité d'accès à Kubernetes et puis commencer à le prendre en main, sans avoir de crainte pour les développeurs qui étaient pas forcément, au fait de ce genre de pratique. Et le fait d'avoir mis en place, Kubernetes avec Rancher, oh, tu peux passer au slide suivant, oui, Laurent. Donc ce que ça a permis, c'est vraiment l'automatisation de la création des clusters avec RKE. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que du coup, pour tout ce qui est, test des mises à jour, migration, le fait de pouvoir reproduire à l'identique, les clusters, eh bien, on est vraiment dans une logique quand on a des mises à jour à faire ou des choses à tester, on est dans une logique où on supprime enfin, on crée une nouvelle version, on supprime l'ancienne. On recrée à chaque fois, on est en mode immutable infrastructure parce qu'on a, ce tooling, cette boîte à outils fournie par, Rancher et par RKE qui nous permet, de monter les choses et de le faire de façon automatique. Autre point, c'est que Rancher, tout est pilotable via API. Alors, il y a aussi un outil en ligne de commande qui permet d'interagir avec. Et nous, ça nous a permis de l'étendre finalement et de déployer toute la notion de droit, d'utilisateur et de groupe. Eh bien, on a pu la déployer automatiquement sur les nouveaux clusters en utilisant l'API de Rancher. Donc, on est vraiment dans un mode infrastructure as code, mais même pour la partie gestion des droits sur les clusters. Donc, si on a besoin de rajouter un droit à un utilisateur, eh bien, on va simplement faire une modification dans le code quelque part. Elle va être approuvée comme n'importe quelle modification de code et déployée sur le cluster concerné. Ça a permis également d'utiliser Kubernetes et Rancher de façon généralisée pour que l'ensemble de l'infrastructure soit déployé dessus, que ce soit les applications métiers, tout ce qui nous permet de déployer la stack de test automatisée, mais également tout ce qui est tooling pour la métrologie, pour la récupération des logs, pour l'intégration continue. Tout ça est également déployé sur du Kubernetes. Les clusters ne sont pas tous identiques forcément, mais en tout cas, on est sur la même stack, donc une stack qui est bien maîtrisée du coup et qui nous permet d'avoir une homogénéité qui est assez intéressante. L'intérêt de ça, c'est que ça nous permet de créer assez facilement des nouveaux environnements et des nouveaux clusters pour tester des choses. Et notamment, quand je suis parti de chez ce client, on en était à un point où on arrivait à créer un nouveau cluster pour faire des tests de l'application complète en 25 minutes. Donc, ça veut dire si on a besoin de tester une montée de version, ça se fait très vite. Et puis, si jamais il y avait un problème en production, eh bien, la possibilité de remonter un cluster de production from scratch en 2 heures. Donc voilà pour cette partie. Et je vous propose de passer au Rex suivant. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors là, pour le coup, je vais vous présenter mon retour d'expérience avec une entreprise, mon client chez qui je travaille depuis plus de 2 ans, a priori, qui s'appelle La Foncière Numérique et qui est donc une entreprise qui propose ce qu'on peut appeler l'infogérance immobilière. Si tu peux passer au slide suivant. Une infogérance immobilière dans le cadre d'un service en SaaS, dans lequel, en fait, il y a tout un tas de fonctionnalités qui permettent d'améliorer de façon significative la gestion en fait, d'un parc immobilier. Donc, oh, si tu peux juste revenir en arrière. Donc,
on a donc, on a donc en fait, par exemple, tout ce qui va être gestion des données du parc immobilier d'une manière générale, qui va permettre on va dire, de gérer tout ce qui est surface, les baux, les biens, et cetera, au niveau géolocalisation, au niveau des coûts, et cetera. D'ailleurs, à partir des coûts, par rapport aux coûts, en fait, il y a tout un tas de fonctionnalités qui permettent d'optimiser, de voir par rapport aux coûts existants, comment on peut optimiser, améliorer et faire des économies. Il y a un outil de gestion de documentaire dynamique qui est spécialisé un peu dans tout le cadre juridique de gestion immobilière et qui propose, en plus des petites fonctionnalités supplémentaires comme par exemple le tri automatique des mails, en fonction des types de documents reçus. Et enfin, il y a une fonctionnalité, extrêmement sympa une fonctionnalité, un concept même, le BIM, le Building Information Modeling, qui consiste à finalement reprendre les plans des bâtiments existants et les passer en 3D. Donc ce qui vous permet d'améliorer, pas mal de choses que vous pouvez comme ça y incorporer plus simplement tout ce qui est aspect, tuyauterie, tout ce qui est, la clim et cetera, de manière, beaucoup plus, efficace que les traditionnels plans en 2D. Voilà. Donc, l'influenceur numérique, donc une entreprise dans lequel le métier est bien sympathique, c'est un peu neuf. En tout cas, ça sort un petit peu de l'ordinaire, qu'on peut avoir en tant que prestataire, société de service. Alors le contexte, quand je suis arrivé, comment ça s'est passé? En fait, il se trouve que, la foncière, commençait, vraiment à développer les applications, enfin l'ensemble d'applicatifs en tout cas, qui allaient être proposés en SaaS. Donc c'est, au départ le choix plutôt d'une application multitenante donc qui va donc permettre, de gérer, plusieurs, clients, à la fois si nécessaire. Et au moment où je suis arrivé, on n'était pas encore arrivé à un stade de production. Donc on avait une première infrastructure qui avait été, montée plutôt dans une optique de faire avancer les développements rapidement, efficacement. En ce sens, on avait une infrastructure donc basée sur AWS, qui était relativement souple. L'orchestrateur qui était utilisé donc à ce moment-là, c'était Rancher version 1. Donc quand je précise Rancher, c'est que c'est version 1 en général. Et pour le coup, Rancher version 1 qui ressemblait un petit peu, dans les fonctionnalités à quelque chose comme Swarm en plus plus pratique d'utilisation que d'autres, qu'un Swarm, par exemple. Ça permettait effectivement, d'avancer assez vite sur les développements, d'intégrer rapidement les nouveautés, en utilisant comme, intégration continue Circle CI, ça permettait donc de favoriser plutôt un temps de développement, et de livraison rapide. Alors l'infrastructure n'était pas forcément super sécurisée au départ, forcément. Le Rancher 1, n'était pas forcément un outil production ready par rapport au niveau de la sécurité et l'infrastructure elle-même n'était pas forcément pensée pour la sécurité non plus, à ce moment-là. Et par contre, on avait quand même déjà tout un tas d'outillages qui permettaient de faciliter l'accès aux applications, que ce soit dans les environnements de staging ou les environnements, futur prod. Donc tout ce qui concerne, par exemple, la gestion des accès externes. Donc tout ça, c'est un peu des mots, pas forcément agréables toujours à entendre, mais tout ce qui est gestion DNS, ingress, donc gestion de certificats, donc avec Let's Encrypt. Et donc on avait, toute une gamme d'outils comme ça qui étaient bien efficaces, mais plutôt orientés vraiment sur, faire du dev, efficacement et rapidement. Voilà. Donc, je peux passer au slide suivant. Ensuite, on s'est les devs avançant, hein, on voyait la mise en prod qui commençait à être en perspective et donc là, ça commençait quand même à poser problème de rester sur cette solution. Donc, déjà, le design de l'infrastructure, comme je vous ai dit, n'était pas forcément extrêmement orienté sur, des problèmes
gérer des problématiques de sécurité potentiellement. Par exemple, toutes les VM étaient accessibles sur Internet, des choses comme ça. Donc, on pouvait gérer avec des security groups pour filtrer, mais c'était pas évident, c'était pas très pratique avec des clients dont l'IP n'est pas forcément fixe. On avait quelques goulots d'étranglement dans l'architecture. Typiquement, pour tous les flux entrants, on utilisait un outil qui est très bien, qui s'appelle Trafic, et ultra pratique pour ce genre d'utilisation, mais on était sur une seule instance par environnement. Et en production, on n'était pas forcément certain que ce soit la bonne solution à terme. Enfin et surtout, il y avait deux aspects qui nous dérangeaient aussi. C'était le fait que Rancher 1 était en fin de vie. D'ailleurs, Rancher 2 était déjà sorti vers au bout d'un an. D'ailleurs, je ne sais plus exactement quand, mais on savait que Rancher 2 allait prendre la place. Et donc, naturellement, Rancher 1 n'avait pas forcément vocation à rester longtemps. Et enfin, on avait eu aussi quelques problématiques au niveau de gestion des ressources, que ce soit avec Rancher 1, par exemple, sur la gestion des volumes, on a eu quelques mauvaises surprises, mais bon, on maîtrisait quand même la solution, mais on sentait que ça, en production, potentiellement, ça pouvait être un peu pénible. Et d'autre part, Rancher 1, au niveau du scheduling, que propose aujourd'hui Kubernetes aussi, il était quand même beaucoup moins mûr et il manquait certaines fonctionnalités comme les teintes qui permettent de bien ségréguer des VM, des machines, pour leur faire pour leur mettre en place, sur lesquels on met en place certains composants spécifiques comme Kafka, des bases de données, des choses comme ça. On pouvait le faire de manière un petit peu élaborée avec Rancher 1, mais c'est beaucoup plus simple avec Kubernetes qui est porté par Rancher 2. Voilà. Donc, si tu peux passer au suivant. Voilà, pour résumer l'existant, en fait, donc on était vraiment sur une infrastructure pensée pour accélérer les devs, donc pas forcément production ready. Donc on avait pas mal aussi dans les goulots d'étranglement. Par exemple, on avait un seul master de Rancher 1, donc quand il tombait, tout tombait. C'était pas pareillement en prod, c'était pas jouable. Donc, il fallait vraiment d'abord mettre tout en achat, mettre de la sécurité déjà à la fois au niveau de l'infra pure AWS, et ensuite, utiliser, si possible, un produit qui a des perspectives d'évolution plus ouvertes. Donc, naturellement, on savait qu'on voulait faire du Kubernetes et dans les choix de la façon d'implémenter, on va dire Kubernetes, assez rapidement, comme on avait déjà Rancher 1, qu'on était déjà dans une logique de containerisation et qu'on était finalement déjà assez à l'aise avec ça, on a considéré que c'était quand même plus logique de se mettre sur Rancher 2. Alors, le choix de Rancher 2, en plus, ça nous a permis de distinguer vraiment bien la gestion d'infra avec AWS d'un côté, avec des outils comme Terraform, Ansible, pour monter d'abord vraiment la structure. Donc, l'infrastructure, quand je parle d'infrastructure là-dessus, ce sont les réseaux, tout ce qui est accès Internet ou accès des VM vers Internet. Donc, on va à ce moment-là mettre en place une architecture qui est relativement simple mais efficace, c'est-à-dire qu'aucune VM n'a d'adresse IP publique, par exemple. On reste vraiment bien confiné, comme on connaît bien le terme maintenant, dans un espace où en fait l'accès est soit limité au niveau de l'administration par quelques bastions, des machines qui sont orientées pour ça et qu'on éteint ou qu'on supprime à la demande et qu'on recrée quand on a besoin. Donc, dans la vision un petit peu château fort, c'est comme si on ouvrait le pont-levis qu'on refermait à chaque fois qu'on en avait besoin. Ensuite, donc les clients et les développeurs peuvent toujours utiliser les load balancers fournis par AWS pour accéder aux applications. Donc, on a vraiment pris tout le design et on l'a orienté, on a vraiment refait cette architecture dans la perspective de mettre Kubernetes dessus. Donc ça, c'est vraiment assez indépendant finalement de Rancher 2 en soi, même si Rancher 2 porte Kubernetes. Ensuite, pour installer Kubernetes, effectivement, Pierre-Yves en a parlé, l'outil qui va avec, donc RKE, donc Rancher Kubernetes Subsystem Engine, enfin le moteur qui permet d'installer Kubernetes, en fait, on s'est aperçu que on pouvait utiliser la sortie de Terraform. Donc Terraform, on monte les VM, on monte le réseau.
Terraform nous donne un rapport en sortie qui est le Terraform TF State, qui est un petit peu, on peut le voir comme une CMDB parce que du coup, tous les éléments de l'infrastructure se trouvent en fait dans ce fichier. Donc, nous récupérant les infos de ce fichier, on a généré la configuration de RKE automatiquement et on a pu, à partir de là, avoir une seule source, de vérité, entre guillemets, au niveau de la CMDB et utiliser Terraform pour la générer et la mettre à disposition, que ce soit pour créer des inventories en Ansible ou pour faire la conf de RKE. Donc avec RKE, on monte ainsi de façon automatique la Kubernetes sur les VM, sur le cluster qu'on vient de créer. Et ensuite, il suffit d'ajouter, entre guillemets, c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement, mais la partie rancher se met au-dessus de tout ça et c'est elle qui va ensuite pouvoir piloter tous les différents clusters. Donc, on a le premier cluster qu'on crée, qui est le cluster master de rancher. Et ensuite, à partir de là, on va importer des clusters qu'on a générés de cette façon-là. Alors, ce qu'on a bien aimé dans le choix de Rancher 2 aussi, c'est que c'était pas forcément très intrusif. Donc, on peut utiliser Rancher, on peut utiliser vraiment rentrer dans les fonctionnalités de Rancher 2 pour se faciliter la vie. Et puis, si certaines fonctionnalités ne sont pas forcément celles qu'on attend ou si on a des contraintes, on n'est pas forcément obligé d'utiliser tout ce qu'il propose. Cela étant, un peu comme Pierre-Yves, nous, on s'est dit que la gestion multi-cluster était vraiment bien plus efficace avec une HM assez bien pensée pour pouvoir gérer tout ça de manière globale. Comme nous, en fait, on est parti sur l'idée d'un environnement par cluster, bah, automatiquement, ça permettait de facilement de faire du staging, donc en donnant une vision d'ensemble de tous les environnements dans une seule IHM centralisée, avec les droits pour tous les utilisateurs qui sont de la même façon centralisés pour tous les environnements, un peu comme Rancher 1 d'ailleurs, hein, c'est un peu dans la même philosophie. Et donc, on a conservé un petit peu cette façon de faire qui était bien pratique. Enfin, évidemment, bah, Rancher 2, ce qui se passe, c'est qu'il a une documentation et un écosystème très vivant, hein. Il est en pleine effervescence, donc ce qui est très rassurant pour les perspectives d'avenir. Et par contre, effectivement, il faut bien évidemment avoir en tête qu'il va falloir faire des mises à jour régulièrement. Alors, si tu peux avancer un petit peu. Hop, merci. Alors, à un moment donné, il a fallu rentrer dans le vif du sujet, hein, la bascule. Donc, on a premier point, on a choisi comme stratégie de ne pas tout basculer d'un coup, mais plutôt de faire une bascule environnement par environnement. Donc, d'abord la dev, ensuite la perf, ensuite la pré-prod, ensuite la prod. Alors, évidemment, c'est jamais aussi simple. Donc, puisque l'intégration continue, à un moment donné, il a fallu la dédoubler pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse fonctionner sur l'ancienne et les nouvelles plateformes à la fois. De temps en temps aussi, ça nous est arrivé d'avoir plus d'un environnement parallèle, mais bon, forcément, c'est toujours, de toute façon, la migration pose des problématiques qui ne sont pas forcément évidentes de maîtriser dès le départ. Donc, mais globalement, c'est la tenue, c'est la stratégie sur laquelle on s'est basé et ça fait ça fait à peu près bien le job. Donc, au niveau de l'infra, comme je vous ai dit, nous, on utilisait Terraform, Ansible, un couple Terraform Ansible pour provisionner toute notre infra, ce qui nous a permis en fait d'automatiser intégralement le provisioning de l'infra sans aucune intervention manuelle, à part celle de faire des changements au niveau des blueprints, hein, évidemment. Quand on rajoute des gens ou qu'on rajoute des clusters, d'abord, on va les rajouter dans le blueprint Terraform. Et ensuite, ça va se mettre à disposition oula, un petit peu vite. Ça va se mettre à disposition. Donc, comme je vous expliquais, le RKE, on utilisait on générait la configuration de RKE pour générer la conf Kubernetes à partir de Terraform State qui est issue de Terraform. Il y a vraiment une chaîne automatique qui permet d'avancer rapidement, de créer rapidement des clusters. Si bien que dans notre cas, là, on arrive effectivement à créer un nouveau cluster complet, quel que soit l'environnement, d'ailleurs, en environ 4 heures. Et si on a besoin d'être en un cluster qui, en général, ajoute quelques nœuds, de quelques VM pour augmenter les capacités, ça peut se faire en environ 1 heure. Voilà, donc on reste un peu comme chez Pierre-Yves dans
dans une rapidité d'extension qui est vraiment très, très souple, quoi. Enfin, qui est vraiment très pratique. Alors ensuite, il y avait une fois qu'on a l'infrastructure, l'orchestrateur qui tourne, bah, il faut en fait tout l'outillage. Il faut reprendre tout l'outillage qu'on avait avant. Hein, d'accord, pour tout ce qui est DNS, gestion DNS certificat, en fait, on est resté un petit peu dans la même logique, à ceci près que bah là, Let's Encrypt, Traffic qui nous gérait, par exemple, les certificats automatiquement, le renouvellement de certificats chez Let's Encrypt. Bah là, pour le coup, on avait un outil déjà embarqué qui s'appelle Cert Manager. Donc, on se l'est approprié et il fait très, très bien le job. Donc maintenant, c'est lui qui s'occupe de nos certificats. Côté Ingress, donc accès externe, tout ce qui est donc routage des différentes applis vers le cluster. Donc là, de la même façon, on avait Trafic. Bah, maintenant, on a essayé avec le NGINX, Ingress Controller qui est fourni nativement, on va dire, avec Kubernetes dans RKE. Et ça faisait pareil parfaitement l'affaire, couplé avec le load balancer AWS qu'on a mis en place avec le provisioning dans Terraform. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, pour la partie tuyauterie. Et enfin, donc on a tout l'outillage donc, qui est nécessaire. Tout l'outillage nécessaire qui est fait. Donc on a d'abord le monitoring sur lequel on prend Prometheus Grafana, qui est, pour le coup, on a choisi de prendre celui qui est fourni par Rancher 2 parce qu'il est relativement bien efficace. Les dashboards sont exploitables tout de suite. Donc, il a juste eu à l'activer via le catalogue d'applications. Et on s'en sert encore et on pense le garder. Et ça se passe très bien. Au niveau des logs, par contre, alors, là, nous avons décidé carrément de mettre nous-mêmes une solution Elasticsearch. Donc, Elasticsearch Kibana pour le stockage et rendu des logs. Et pour le collecteur, enfin le harvester, nous, on a pris Filebit. Ça aurait pu être n'importe lequel, à la limite, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, on s'est basé sur le chart Helm officiel de Elasticsearch pour installer tout ça. Un autre outil qui est indispensable, évidemment, c'est la registrie, parce qu'il nous faut une registrie interne pour pousser les images des différents issues des builds. Donc nous, comme on est sur AWS et qu'on avait déjà un petit peu l'habitude de l'ECR, on est resté là-dessus. Et on en est content, ça fonctionne très bien. Donc le registrie, c'est directement fourni par AWS, dans notre cas. Est-ce que tu peux avancer le slide? Merci. Donc, les outils dont je viens vous parler, essentiellement, donc, il y a deux outils, donc Elasticsearch et Grafana Prometheus. Tout ce qui est Prometheus, on en fait un par cluster. C'est une solution assez légère. Donc, chaque environnement a sa propre instance Prometheus Grafana. Par contre, Elasticsearch étant plutôt du lourd, on a décidé d'en faire un seul pour tout le monde. Et donc, comme on avait évidemment aussi, on est sorti de Circle CI, on a plutôt mis en place Jenkins, qu'on hébergeait nous-mêmes. Donc, on a fait le choix de faire un cluster dédié au tooling et sur lequel donc, on a installé donc l'Elasticsearch Kibana et on a installé aussi Jenkins. Donc là, pour le coup, on a préféré pour l'intégration continue faire différents Jenkins en fonction des équipes. Par exemple, on a pour l'équipe Java, enfin tout ce qui gère les applications, on va dire un peu plus récentes en Node et Java, il va y avoir son Jenkins dédié. Pour ce qu'on appelle Keep, donc il va s'occuper un peu du machine learning et des gestions documentaires. Là, ça va être plutôt avec un autre Jenkins. Donc comme ça, en faisant en fait ce qu'on fait, c'est qu'on a des Jenkins Master assez légers qui sont déployés. À la limite, on peut en faire presque autant qu'on veut puisqu'ils sont assez légers. Et derrière, actuellement, on a trois machines assez puissantes pour pouvoir prendre tous les jobs de build, etc., de déploiement qui peuvent être consommateurs. Donc, finalement, on fédère tous les traitements de la CI sur trois nœuds dédiés. Voilà, donc là, avec ça fonctionne plutôt bien et on en est content.
Juste pour info, les clusters, au niveau du sizing, c'est une question qu'on m'avait posée. On va compter une quinzaine de machines actuellement en production. Et pour les autres environnements, en général, on est dans une petite dizaine de machines. Voilà, à part le master qui n'a que 3 machines pour. Donc en tout, si on compte l'ensemble de nos machines, on est dans une soixantaine de machines virtuelles actuellement hors des bastions. Voilà. Enfin, pour finir, la question, ce qui est posée, c'est de quelle manière, enfin, comment on allait migrer les applications. Donc, finalement, Docker Rancher fonctionnait plutôt à base de ce qu'on appelle Docker Compose, issu de la technologie Docker, qui est assez efficace. Dans Kubernetes, aujourd'hui, la tendance, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des Helm charts, soit des scripteurs de déploiement qu'on peut templatiser selon les environnements. Et en fait, il se trouve que c'était relativement naturel de passer du Docker Compose au Helm chart, même si évidemment les manifestes ne sont pas du tout écrits de la même façon, mais la logique, la philosophie finalement se rapproche assez bien et la migration de ce côté-là a été relativement facile, on va dire. La reprise des volumes, ça a été donc les volumes de données, hein, les disques durs, ça a été la partie la plus sensible pour la production, même si en fait on avait très peu de production. On avait un client ou deux sur lesquels il y avait vraiment des données un peu sensibles. Sachant que pour tout ce qui est gestion des backups, restore, en fait, nous, on se base sur AWS. Mais là, pour le coup, hein, avec Kubernetes et Rancher 2, pour le coup, l'outillage qui est derrière, et a rendu quand même assez simple l'intégration des nouveaux volumes, même s'il y a eu quelques petites migrations à faire. C'est-à-dire qu'il y a des formats de volume de Rancher 1 qu'il a fallu reprendre sur Rancher 2, mais une fois qu'on a fait la petite moulinette qui permet de mettre dans le bon format, on fait passer tous les volumes, on les reteste derrière. Justement, c'est ce qui est relativement facile, vu qu'on automatise tout le déploiement, etc. Donc, la reprise des volumes était finalement relativement aisée une fois qu'on avait les moulinettes mises en place. Enfin, il restait une dernière chose, c'est que, évidemment, à chaque fois qu'on a des environnements, on a des configurations par environnement différentes. Donc, à l'époque, sur Rancher 1, on utilisait CircleCI et donc CircleCI proposait au niveau de la gestion de conf une gestion ce qu'on appelle des contextes. Donc en gros, ce sont des paramètres clés-valeurs qui vont être injectés lors du déploiement sur des placeholders qui sont laissés vides à cet effet. Et en fait, actuellement, on a remplacé l'utilisation de ces propriétés par ce qui est fourni chez AWS en SSM, donc les paramètres store. C'est quelque chose qu'on va sans doute plus tard remplacer par Vault pour des raisons d'isolation, notamment des données sensibles de production. Mais pour le moment, dans un premier temps, ça fait bien le boulot. Et donc tout ça s'intègre de toute façon très, très naturellement dans les nouvelles solutions de cloud. Donc au final, le déploiement, le remplacement des valeurs se fait avec des plugins Helm déjà configurés, déjà écrits. Donc nous, on n'a plus qu'à les configurer. Et finalement, la migration, on a tous les points en fait qui avaient déjà été traités dans Rancher 1, toutes les fonctionnalités qu'on avait pour pouvoir faciliter les déploiements, faciliter les développements, le staging, on a réussi à tout reprendre au fur et à mesure dans Rancher 2 et Kubernetes. Voilà. Et donc, ce qui est finalement assez sympa, c'est qu'on était dans une solution Rancher 1 qui est relativement accessible, effectivement, à la fois aux développeurs, aux utilisateurs, testeurs. Et quand ils sont passés sur Rancher 2, évidemment, il a fallu refaire un petit coup pour passer un petit coup sur toutes les fonctionnalités pour leur montrer où tout était passé. Mais la transition s'est faite avec relativement peu de douleur. Et au final, on s'y retrouve bien. On est vraiment en production maintenant et on peut dire que ça marche plutôt pas mal, quoi. Voilà, on en est bien content. Voilà. Merci Cyril. Du coup, ce que je propose, c'est qu'Iliman, tu puisses partager du coup le retour un peu que tu souhaites faire.
Parfait. Et je te laisse la main avec Ubisoft. Alors voilà, vous devriez voir mes slides, c'est bon pour vous? C'est tout bon. Ok, donc l'idée c'était de vous partager également ce retour d'expérience de l'un de nos clients, donc Ubisoft. Je ne représente pas, je pense que s'il y a des gamers parmi vous, vous avez déjà eu l'occasion de jouer soit à Rayman pour les plus jeunes d'entre vous, ou à d'autres solutions du groupe. Donc Ubisoft, c'est le deuxième plus gros producteur de jeux vidéo dans le monde aujourd'hui, plus de 100 millions de joueurs uniques. Et donc forcément, pour eux, ce qui prime, c'est l'expérience utilisateur, l'expérience des joueurs, et qui est finalement très liée aux capacités de développement côté Ubisoft. Donc ce qu'ils représentent très bien ici à l'écran, c'est qu'ils vont avoir besoin à gauche de développer de manière efficace pour améliorer l'expérience client, pour améliorer l'engagement et le fait d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, augmenter les profits et créer ce cercle vertueux. Donc, ils misent évidemment beaucoup sur leur studio de jeux, qui s'appuie sur des infrastructures IT, évidemment. Ils travaillent avec un peu plus de 45 studios de jeux vidéo pour lesquels ils doivent fournir des briques applicatives. Donc, très tôt, ils ont pris le virage vers la containerisation, pour les raisons qu'expliquait Laurent tout à l'heure. Pardon. Et donc, ils ont assez rapidement eu des premières applications containerisées, et ils se sont assez rapidement rendus compte qu'ils allaient devoir avoir une plateforme pour centraliser, pour avoir de la gouvernance, de la compliance, là où, au début de leur voyage vers les containers, ils voyaient apparaître différents déploiements un peu hétérogènes, pas forcément centralisés, sans forcément de gestion des droits, de gestion des accès, en sachant qu'également ces développeurs pouvaient s'appuyer à la fois sur des infrastructures internes, mais aussi sur des infrastructures cloud publiques, avec les offres d'AKS et d'EKS, par exemple, dont parlait Laurent. Donc, ils ont souhaité mettre en place on-prem sur leur plateforme OpenStack, une plateforme également de Kubernetes Management. L'objectif de cette plateforme étant d'accueillir ces applications nouvellement containerisées. Et donc, ils ont créé Ubisoft Kubernetes Service, UKS, en référence à AKS et EKS. Et donc, c'est vraiment pour eux l'objectif d'avoir une plateforme avec le même niveau de fonctionnalité et de performance qu'une solution de Kubernetes managée par un de ces cloud providers. Donc avec des vraies contraintes opérationnelles, comme vous l'imaginez, avec les contraintes liées à Kubernetes, les contraintes liées à l'écosystème, et ce besoin d'automatiser un maximum tous ces process pour répondre aux besoins des utilisateurs et donc être pratiquement compétitif par rapport à AKS ou EKS. Donc pour ça, ils ont assez rapidement choisi d'utiliser Rancher, justement pour avoir une vision centralisée et un management centralisé des différentes distributions, que ce soit on-prem, donc sur leur offre UKS, qui s'appuie sur RKE, donc effectivement Rancher Kubernetes Engine, qui est la distribution de Rancher, donc qui est déployée sur de l'OpenStack, et puis laisser le choix à certains développeurs d'utiliser EKS ou AKS aujourd'hui, GKE dans le futur, voire même 4OS, 4OS qui est notre distribution light de Kubernetes, donc en référence à K8S. Le use case de 4OS, c'est par exemple pour des développeurs qui voudraient très rapidement déployer un cluster sur leur laptop. C'est possible grâce au fait que, encore une fois, 4OS est une solution light. Pour refaire référence à ce que mentionnait Laurent tout à l'heure, on a beaucoup de use cases de 4OS autour du Edge et de l'IoT. On a des clients qui cherchent à déployer des applications containerisées dans des environnements très restreints, on va dire, dans des avions, dans des trains, dans des éoliennes, sur des chaînes de production, pour des smart factories. Et donc là, dans ces environnements, on imagine bien qu'il n'y a pas forcément la capacité de compute d'un data center ou d'un cloud. Donc, Kubernetes K8S serait trop lourd pour être déployé sur ces infrastructures. Donc, le rôle de 4OS, ça va être de fournir ces fonctionnalités de Kubernetes, mais en étant déployé sur un Raspberry Pi, par exemple, ou sur un laptop de développement. Et donc, ils ont choisi Rancher pour la capacité de Rancher à
provisionner très simplement ces clusters, donc pour masquer finalement la complexité opérationnelle de Kubernetes, pour pouvoir provisionner plusieurs clusters on-prem sur leur plateforme OpenStack, mais également sur d'autres cloud providers, avec la capacité d'automatiser un maximum de process en utilisant Terraform par exemple, et ensuite en gérant tout le cycle de vie de ce cluster. Comme on l'expliquait précédemment, il y a une vraie notion d'upgrade, de mise à jour qui est inhérente à Kubernetes parce que la solution évolue beaucoup. Et donc, il y a ce besoin d'upgrader les clusters régulièrement. Donc ça, ce sont des actions d'automatisation qui vont être permises grâce à Rancher, encore une fois en masquant la complexité liée à la solution Kubernetes elle-même. Et puis, leur intérêt, ça a été également de pouvoir avoir une délégation d'administration assez fine en fonction des utilisateurs. Comme je disais, ils travaillent avec des dizaines d'équipes différentes, ils sont sur 30 pays différents, ils sont sur 5 continents différents, donc ils ont aussi besoin de pouvoir déléguer l'administration, déléguer les droits aux utilisateurs en fonction de leur use case spécifique. Et c'est également ce que va amener Rancher. Rancher va permettre d'avoir une gestion des droits transverse aux différents clusters, quelle que soit l'infrastructure, finalement. Donc, à partir d'un point centralisé, on peut avoir des dizaines, voire des centaines de clusters, et on va pouvoir définir des droits d'accès pour certaines équipes uniquement à certains clusters, peut-être uniquement on-prem ou uniquement dans le cloud, ou même à l'intérieur de ce cluster, avoir un accès spécifique uniquement à certains namespaces, donc certains namespaces pour une équipe A, d'autres namespaces pour une équipe B, et faire en sorte qu'il y ait une isolation entre les différents projets. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir définir des droits d'action sur ces clusters. Donc, certains utilisateurs pourront modifier les clusters, pourront ajouter des nodes, par exemple, à ces clusters. Et d'autres utilisateurs n'auront pas de droit d'administration, ils auront uniquement la capacité de déployer des applications, de suivre leurs applications ou de développer sur les clusters qui leur ont été attribués. Donc, ils sont vraiment sur une logique de CaaS avec un C ou avec un K, donc vraiment Container as a Service, dans cette plateforme qui va hoster des applications containerisées, CaaS avec un K, donc le Kubernetes as a Service, où là, ils mettent à disposition complètement un cluster Kubernetes complet pour leurs utilisateurs. Et donc, comme je disais, ils utilisent beaucoup Terraform pour automatiser ces actions. On parle beaucoup de l'interface graphique de Rancher qui permet de simplifier la gestion et de prendre en main cet écosystème. Effectivement, il y a beaucoup de clients qui cherchent à industrialiser et à automatiser ces process. Donc, on a un Terraform provider qui permet d'automatiser de bout en bout, depuis la création d'une VM, d'une machine virtuelle, jusqu'au déploiement de Kubernetes sur ces machines virtuelles. Et puis, ce qui était important également pour Ubisoft, c'était de rester au plus près de l'écosystème Cloud Native. Donc, le slide que vous a montré Laurent tout à l'heure avec les multiples icônes, ce slide qui peut faire peur effectivement, mais qui, encore une fois, est propre à cet écosystème qui est très open source, qui est très ouvert. Kubernetes est une solution très puissante, mais qui n'est pas une solution tout en un, donc qui va demander à être intégré avec d'autres briques, donc comme Prometheus, Grafana, de Helm, d'Istio, etc. Et donc, l'approche d'Ubisoft, c'était vraiment de rester au plus près de cet écosystème CNCF et d'utiliser ces briques. Ils ne voulaient pas être enfermés dans une vision propriétaire d'un éditeur qui leur dicterait un peu leur choix. Donc, c'est ça aussi qu'ils ont apprécié avec le positionnement de Rancher, puisque nous, on va s'appuyer sur les briques natives de Kubernetes. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas obliger les clients à utiliser uniquement des briques propriétaires Rancher. On va simplement faciliter les intégrations entre ces différentes briques, faciliter l'adoption de cet écosystème. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, l'idée, c'est d'utiliser des briques dont on a parlé, Helm, Prometheus, Grafana, Fluentd, d'intégrer Kubernetes avec les solutions de nos clients, donc comme Active Directory, Splunk, etc. Et d'être le point central pour manager cet écosystème et pour également supporter cet écosystème. Donc ça, c'est ce qui était très important pour Ubisoft, qui avait des vraies compétences techniques sur certains sujets, moins sur d'autres, et qui avait besoin d'un partenaire pour
pas uniquement adresser le sujet Kubernetes, mais bien adresser cette notion d'écosystème. Donc concrètement, Rancher va être la solution pour, comme je le disais, déployer et manager Kubernetes, mais également de la même façon pour déployer et manager l'écosystème qui va graviter autour. Donc on a parlé de Prometheus dans tes retours d'expérience précédents. De la même façon, l'idée c'est de simplifier le déploiement pour des profils qui ne soient pas forcément des experts sur ces sujets-là, pouvoir très simplement déployer ces briques de monitoring, pouvoir ensuite très simplement intégrer cette plateforme avec les solutions existantes comme Active Directory pour ensuite récupérer des groupes et gérer le airbag dont je parlais tout à l'heure, ou exporter des logs vers une solution Splunk centralisée, etc. Donc ça, ce sont des briques d'automatisation qui sont créées par Rancher. L'autre intérêt d'Ubisoft, c'était de passer à l'échelle progressivement, avec une vraie ambition pour eux de s'orienter massivement vers les containers et Kubernetes, donc avec la vision que leur plateforme allait vraiment atteindre une taille critique assez rapidement. Et ça a été le cas, ils ont commencé à utiliser les containers il y a environ 3 ans maintenant, et leur plateforme aujourd'hui gère environ 1000 nodes Kubernetes, donc c'est une plateforme qui est quand même à assez grande échelle. Donc ça s'est fait progressivement. Ils ont commencé très petits, mais ils ont vu qu'ils auraient besoin, au-delà de l'aspect technique de Rancher, ils voulaient également avoir du support sur cet écosystème. C'est le modèle de Rancher, qui est une solution complètement open source, que vous pouvez télécharger et utiliser demain complètement gratuitement. Il n'y a pas de version payante de Rancher. Ce que l'on contractualise avec nos clients, ça va être justement le support de cet écosystème. Et voilà, le niveau de criticité de la plateforme augmentant, Ubisoft ont choisi de contractualiser avec nous pour qu'on les accompagne sur le support de ces différentes briques. Donc, ce qu'ils en ont retiré, très concrètement, c'est qu'on a fait une case study, un case study public qu'on vous partagera également, dans lequel on a essayé d'avoir un petit peu de données chiffrées sur voilà, ce que leur apportait la solution Rancher par rapport à une utilisation manuelle, on va dire, de Kubernetes, essayer d'avoir des retours un peu concrets. Donc voilà, pour eux, clairement, le gain a été au niveau de la partie opérationnelle. On rencontre souvent des clients qui vont devoir adopter cet écosystème qui est complètement nouveau, avec des profils qui ne sont pas forcément formés sur ces sujets-là, pas encore beaucoup d'experts sur ces sujets-là, avec un écosystème qui évolue beaucoup. Donc, il y a ce besoin de réduire au maximum la complexité liée à Kubernetes et liée à l'écosystème. Et donc, c'est ce que permet de faire Rancher. Si vous avez l'occasion de tester, si vous avez l'occasion de joindre une formation de Zenica sur le sujet, vous verrez que l'atout de Rancher, c'est vraiment de réduire au maximum le temps de déploiement d'un cluster ou de plusieurs clusters, de réduire le temps de management de ces clusters, de réduire aussi les potentielles erreurs humaines sur cette plateforme. Et c'est ce qui permet, encore une fois, d'accélérer l'adoption de cet écosystème. Donc, on vous enverra le case study qui est assez détaillé, qui représente un peu le parcours qu'Ubisoft a eu depuis, je dirais, la genèse de leur move vers les containers, jusqu'au choix de Rancher et une plateforme à l'échelle qui, encore une fois, aujourd'hui compte 1000 nodes et ils ont des prévisionnels d'atteindre 2000 nodes d'ici à la fin 2021 parce que leurs workloads de jeux vidéo sont maintenant containerisés. Donc, c'est ce qui fera tourner les plateformes live d'Ubisoft demain. Voilà pour le retour d'expérience côté Ubisoft. Laurent, je te repasse la main. Ouais, merci Eliman, merci pour la présentation. Bah, du coup, on a fini, je pense, le tour des petites présentations et du coup, on va prendre le petit temps pour échanger finalement avec tous les participants. Si des personnes ont des questions, si des personnes veulent avoir plus d'infos sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, ceux qui ont envie de poser des questions, soit vous pouvez la poser dans le Slack, soit vous pouvez activer votre micro et poser la question. Normalement, en plus, en distance, on mange personne, donc n'hésitez pas.